Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée, mais surtout bienvenue à ce 50e épisode de Sur ce, bonne soirée. 50 épisodes de fait, c'est vraiment cool. Et pour ce faire, aujourd'hui on vous parle des agents libres, des signatures qu'il y a eu dans la Ligue nationale de hockey, ainsi que les échanges, beaucoup de choses dont on va vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on vous enregistre cet épisode du 1er juillet 2025. Donc ça se peut que à la date de la sortie de cet épisode, il y ait des échanges et d'autres signatures d'agents libres qui ont eu lieu, notamment Nikolai Ehlers, qui en date du 1er juillet, en ce moment même, on ne sait pas où il a signé. Donc ça sera des signatures. Donc nous, on va commencer par les Ducks d'Anaheim, on va commencer par les échanges et ensuite les signatures d'agents libres que les Ducks ont amené. Commençons d'ailleurs par ce premier échange des Ducks. Donc c'est Chris Kreider, une des grandes légendes des Rangers, qui prend le chemin des Ducks. Et les Rangers, eux, reçoivent le joueur de centre Carey Terrence et un choix de 3e tour pour le repêchage de 2025 qui a déjà eu lieu, qui était un choix des Maple Leafs de Toronto à la base. Donc vraiment, les Rangers, évidemment, qui n'avaient pas fait les séries éliminatoires à la dernière saison et qui avaient vraiment eu une saison de misère, particulièrement le mois de décembre en suivant. Donc vraiment, tout un échange vraiment. Chris Kreider qui a passé l'entièreté de sa carrière avec les Rangers. Donc qu'est-ce qu'on envoie comme message dans le locker room des Rangers? On avait déjà échangé Jacob Trouba, maintenant on échange Chris Kreider qui avait un marqueur quand même de 50 buts il y a quelques saisons. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que ça va amener aux Ducks, mais qu'est-ce que ça va amener surtout aux Rangers? Moi, je pense qu'en partant, les Ducks, on sait que c'est une équipe qui est vraiment jeune, relativement jeune. On sait qu'il y a des Goudas qui sont dans l'équipe, des Killorn qui vieillissent, mais c'est une équipe qui est relativement jeune, puis je pense qu'avec toute l'expérience que Chris Kreider, depuis son arrivée dans la Ligue nationale, tout ce qu'il a vécu avec les Rangers, les performances en série, je pense que ça peut vraiment aider un noyau de jeunes joueurs qui veut se développer. Tu sais, les McTavish, en défense, les Luneau, tous les joueurs vraiment, même Troy Terry, je pourrais le mettre dans cette gamme de joueurs-là, même si ça fait quelques saisons de plus que lui, il est déjà là. Les Leo Carlsson, si on veut aussi. Donc, je pense vraiment qu'avec, justement, Goudas et Killorn, Kreider vient vraiment mettre beaucoup d'expérience avec les Ducks. On a un nouvel entraîneur aussi, il faut le souligner, Joel Kenville, qui fait son retour après sa suspension de la Ligue nationale avec les trucs, disons, étranges qui se sont produits avec les Blackhawks de Chicago il y a quelques années. Donc, un nouvel entraîneur, beaucoup d'expérience avec Chris Kreider. Je pense vraiment que du côté des Ducks, c'est une excellente acquisition, un excellent atout à avoir en Kreider, même si il est quand même vieillissant. Du côté des Rangers, on va en parler un peu plus tard quand ça va être à leur tour du côté des transactions et des agents libres. Mais je pense vraiment que les Rangers, on s'en va dans une période où ça va être extrêmement difficile pour eux de vraiment avoir des performances constantes dans la Ligue nationale. Pour ce qui est de mon avis, je dirais que Chris Kreider aiderait beaucoup l'équipe aussi. Ils étaient un peu en reconstruction, disons, avec tous les jeunes, comme Étienne avait dit. Donc, pour moi, il va donner comme un petit boost à l'attaque. Il a beaucoup d'expérience à 34 ans. Donc, pour moi, il va beaucoup aider à l'équipe. Donc, pour ce deuxième échange qui a eu lieu vraiment un gros blockbuster trade, si on peut le dire comme ça, Trevor Zegras, le joueur de centre de 24 ans, s'en va à Philadelphie avec une autre équipe qui est quand même assez en reconstruction avec Daniel Brière qui a vraiment fait des belles choses depuis quelques jours. Et les Ducks, eux, obtiennent Ryan Poehling, ancien joueur du Canadien, un choix de 2e tour pour le draft de 2025 qui a eu lieu et aussi un choix de 4e ronde pour le repêchage de 2026. Donc, on amène Ryan Poehling, qui est un potentiel joueur de centre de 3e trio. Pas nécessairement la plus grosse acquisition qui a eu lieu, mais pour les Flyers, par exemple, c'est toute une affaire. Trevor Zegras, lui, qui est à sa 3e année, donc sa dernière année de son contrat de 5,75 millions par année. Est-ce que le changement de culture peut amener une bonne chose à Zegras?
Moi, je pense que même si Ryan Poehling, c'est pas le joueur qu'on s'attendait qu'il allait être quand il a été repêché par le Canadien, je pense que pour les deux équipes, c'est un gagnant-gagnant. Trevor Zegras, il y avait beaucoup de problèmes de discipline, beaucoup de problèmes un peu avec la direction, j'ai l'impression, des Ducks depuis quelques années. Puis ça fait pas la première fois qu'on entendait parler que Trevor Zegras pourrait être échangé. On sait, on a eu des rumeurs même qu'il allait peut-être venir avec le Canadien. Donc, de le voir partir des Ducks, ça me surprend pas vraiment. Puis je pense que du côté des Flyers, on a payé assez correctement pour avoir Zegras, qui peut quand même encore se développer. Il est pas si vieux que ça, comme tu as dit. Fait que je pense que pour Daniel Brière, les Flyers, c'est une excellente transaction. Puis du côté des Ducks, Ryan Poehling va peut-être pouvoir venir boucher quelques trous sur le 3e ou 4e trio en désavantage numérique. Poehling a quand même un bon tir. Ça n'a pas été le joueur qu'on aurait voulu qu'il devienne, mais des fois, dans la Ligue nationale, quand tu arrives, il faut que tu changes un peu ton style de jeu. Poehling a réussi à le faire. Avec les Flyers, ça allait pas si mal. Donc, honnêtement, je pense que pour les Ducks, c'est vraiment deux bonnes transactions qu'on a réussi à faire. Moi aussi, je suis quand même d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ryan Poehling, je trouve que peut-être c'est pas le meilleur joueur, mais peut-être qu'avec les Ducks, il va devenir un peu plus bon. Il y a toujours des gens qui vont dans d'autres équipes qui deviennent meilleurs avec les joueurs qui jouent alentour de eux. Donc, d'après moi, peut-être qu'il va se développer. Comme Étienne l'a dit, ça va sûrement boucher quelques trous. Ça va sûrement booster un peu l'équipe. Ça va aider l'équipe aussi à peut-être développer un peu leur reconstruction. Et aussi, ça va aider à avoir une meilleure ambiance dans l'équipe. Parce que comme Étienne a dit, Trevor Zegras, il y avait beaucoup de conflits. Il s'entendait pas bien avec l'équipe. Donc, c'est comme un nouveau feeling. Ça va changer l'ambiance de l'équipe. Et pour cette troisième transaction des Ducks, ils ont échangé John Gibson aux Red Wings de Détroit. Les Red Wings qui avaient vraiment besoin d'un gardien de but vraiment dominant, si on veut. John Gibson, beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale. Et les Ducks, eux, reçoivent Petr Mrazek, qui est lui à sa dernière année de contrat de 4,25 millions, ainsi qu'un choix de deuxième ronde en 2027, un choix de quatrième ronde en 2026. Je trouve que pour John Gibson, c'est une bonne chose. C'était difficile avec les Ducks. On le voyait dans son allure de jeu. Donc, je pense que pour les Red Wings, qui ont une bonne équipe, on a signé Patrick Kane pour une autre année. On a Alex DeBrincat. On a Dylan Larkin. On a vraiment un bon corps chez les Red Wings. Et je sens que ce qui manquait vraiment, c'est un gardien de but dominant. John Gibson, oui, 31 ans, mais je pense qu'il y a encore des belles années devant lui. Si on voit quelqu'un comme Sergei Bobrovsky, il ne faut pas nécessairement toujours se fier à l'âge pour contrer les performances. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que John Gibson, ça va peut-être réallumer sa carrière d'aller chez les Red Wings? Moi, je pense que encore une fois, c'est une autre transaction qui fait beaucoup de sens. Ça fait plusieurs saisons qu'on parle que John Gibson doit quitter les Ducks, surtout depuis l'arrivée de Lukas Dostal, qui a vraiment pris la place de gardien numéro 1 à Anaheim. Puis vraiment, je pense que aussi du côté des Red Wings, ça fait plusieurs années qu'on tente d'avoir un gardien de but numéro 1 qui fait le travail pour amener l'équipe en série. Donc je pense vraiment que du côté des deux équipes, c'est gagnant-gagnant. Petr Mrazek qui va vraiment venir, selon moi, épauler Lukas Dostal. Puis on espère vraiment que Gibson relance un peu ses performances. Quoique même avec les Ducks, c'était pas des mauvaises performances qu'il avait, c'est juste qu'il avait vraiment perdu le poste de gardien numéro 1 à Dostal. Donc je pense vraiment que pour les deux équipes, c'est un excellent changement pour les deux. Et ça reste juste à voir maintenant les performances des joueurs lors du début de la saison. Petr Mrazek, ça va être un bon deuxième qui va venir soutenir Lukas Dostal. Je trouve que c'est une bonne acquisition pour les Ducks. John Gibson, comme on dit, il était moins content avec les Ducks, donc il va, en espérant peut-être qu'il va devenir le premier, mais Cam Talbot va sûrement rester le premier, donc il va bien soutenir Cam Talbot, en espérant qu'il joue un peu plus qu'il jouait chez les Ducks. Donc, comme Étienne a dit, je trouve que la transaction, elle est 50-50. Donc, allons-y maintenant pour les agents libres signés par les Ducks d'Anaheim. Donc, on a deux gros joueurs ici. Ville Husso qui a été signé pour 2 ans d'une valeur de 4,4 millions avec le départ de John Gibson. C'est vraiment Ville Husso qui va venir peut-être jouer un rôle de deuxième gardien de but. Ville Husso est un bon deuxième gardien de but. Donc, c'est vraiment un contrat qui, pour moi, fait beaucoup de sens.
et aussi un des joueurs les plus, je dirais, un des plus talentueux sur le marché des agents libres pendant la saison morte. C'est Mikael Granlund qui a signé un contrat de 3 ans d'une valeur de 21 millions. Granlund qui avait été vraiment excellent avec les Stars, particulièrement en saison régulière, mais aussi en série, malgré leur défaite en finale de conférence face aux Oilers d'Edmonton. Vraiment, Granlund, un excellent tir. C'est un gars qui a des bonnes mains. Malgré ses 33 ans, c'est un joueur qui peut avoir un impact, surtout avec une jeune équipe des Ducks. Il peut vraiment aller appuyer des gars comme Troy Terry et ça va aider surtout l'entièreté de l'équipe, particulièrement avec un nouveau coach, Joel Quenneville. Qu'est-ce que vous pensez des signatures? Ouais, moi, je pense que c'est excellent du côté de Granlund. Ça a tardé aujourd'hui à vraiment signer du côté de Granlund. Je pense vraiment que il attendait de voir le marché parce que on va en parler un peu plus en détail tantôt avec les Flyers qui ont signé Christian Dvorak à un prix, je trouve, qui est un peu démesuré. Donc vraiment, je pense que quand Granlund a vu le prix que Christian Dvorak a réussi à avoir pour 1 an seulement, je pense qu'il s'est dit qu'il pouvait attendre pour avoir vraiment la meilleure offre possible. 3 ans, 7 millions par année, je pense que c'est un montant qui a de l'allure pour un joueur dans la trempe de Granlund. 33 ans, donc ça va l'amener à 36 ans à la fin de son contrat. Puis c'est encore un joueur dans la trempe de Kreider ou de Killorn qui va amener beaucoup d'expérience aux jeunes Ducks. Puis je pense qu'avec Granlund, on peut espérer avoir de meilleurs résultats cette saison du côté des Ducks. Pour ce qui est de Ville Husso, ça va être un beau problème, je pense, du côté des gardiens de but pour les Ducks. On en aura 3 de signer. Donc, ça va être une bataille vraiment à l'interne pour savoir qui va être le substitut à Luka Dostal. Parce que je pense pas que ni Ville Husso ni Peter Mrazek vont être capables de prendre la place de gardien numéro 1 à Dostal. Mais ça va être une bataille entre Husso et Mrazek pour savoir qui sera le deuxième. Quitte à peut-être jouer à 3 gardiens cette saison, ou bien il y en a un qui va être mis au ballottage au début de la saison. Ça va rester à voir. Mais je pense que c'est 2 bonnes signature. Je veux juste spécifier que le 18 juin, Nikita Nesterenko, lui, a re-signé avec les Ducks 2 ans pour 1,5 million par saison. D'après moi, Ville Husso et Peter Mrazek, comme Étienne a dit, c'est la grosse bataille pour savoir qui va être le deuxième. C'est sûr que, d'après moi, il y en a un qui va aller dans la Ligue américaine, malheureusement, mais ils doivent passer dans le ballottage. Mais d'après moi, Peter Mrazek, moi, je trouve qu'il est un peu plus meilleur. Donc, peut-être que Ville Husso, il va perdre sa chance. Mais on verra, on ne sait jamais. Et pour ce qui est de Granlund, je trouve que c'est une belle acquisition pour une équipe jeune. Je trouve qu'il va bien appuyer l'équipe, qu'il va montrer un peu plus d'expérience. Donc, très belle acquisition pour Granlund. Mais pour ce qui est côté de gardien de but, c'est pas très, très bon. Mais on verra qui va appuyer le premier gardien. Allons-y maintenant avec les Bruins de Boston qui ont été extrêmement agressifs sur la signature d'agents libres. Mais on a, avant ça, 2 échanges qui vaut la peine d'être mentionnés. Les Bruins ont mis la main sur Victor Soderstrom des Blackhawks de Chicago en échange de Ryan Mast et un choix de 7e tour dans le repêchage de 2025 qui a eu lieu il y a quelques jours. Mais aussi, ils ont obtenu Victor Arvidsson des Oilers d'Edmonton pour un choix de 5e tour en 2027. On allait chercher pour les Bruins des joueurs de soutien. Victor Arvidsson, qui est un joueur qui peut jouer au moins sur un 3e trio. On est allé retrouver aussi un jeune défenseur en Soderstrom de Chicago. Les Bruins, comme on le sait, qui ont échangé énormément de joueurs. Pendant la dernière année, on a échangé Jake DeBrusk à Vancouver. On s'est débarrassé de Charlie Coyle. On s'est débarrassé notamment de Brand Marchand, notre capitaine, et aussi débarrassé de Brandon Carlo, qui est maintenant avec les Maple Leafs. Donc, qu'est-ce que vous pensez, premièrement, des Bruins en tant qu'équipe actuellement, parce qu'ils ont quand même signé certains joueurs qu'on va mentionner plus tard, mais qu'est-ce que vous pensez du core, comme on aime nommer? Qu'est-ce que vous pensez en ce moment des Bruins en tant qu'équipe? Moi, je pense vraiment que du côté des Bruins, ça va pas très bien, puis on s'en va pas vraiment dans une bonne direction. Soderstrom, peut-être, je dis pas non, mais écoute, prendre Victor Arvidsson à 4 millions, moi je trouve que c'est un 4 millions dépensé pour absolument rien. Arvidsson n'a rien montré cette saison avec Edmonton. Ça a été en déclin avec
les Kings de Los Angeles avant qu'ils partent. Donc, vraiment, du côté des transactions, je suis pas un très grand fan de ce que les Bruins ont fait jusqu'à présent. Puis même du côté des signatures qu'on va parler juste après, je trouve vraiment que les Bruins s'en vont dans une direction vraiment très difficile. Et ça va être extrêmement difficile, selon moi, de remonter la pente avec ce qu'on fait présentement. Moi, je suis un peu choquée de voir comment les Bruins sont en train de, disons, downgrade un peu. Moi, je pense qu'ils vont vers la reconstruction, que Brad Marchand il est parti, Carlo est parti, etc. Donc, je suis vraiment choquée de voir l'équipe baisser. J'ai toujours vu Boston dans les séries, moi, depuis que j'écoute le hockey, etc. Donc, je trouve ça un peu choquant qu'ils font des décisions de même, mais d'après moi, ils vont aller vers la reconstruction, malheureusement. Parlons de Boston pendant quelques instants. On s'entend que les Bruins de la saison 2022-2023, ça a été la fameuse saison où ils ont battu le record de saison régulière de tous les temps. Une 60aine de victoires et plus. Je me souviens plus du chiffre exactement où est-ce qu'ils avaient été sortis par les Panthers de la Floride, qui étaient allés à leur première finale de la Coupe Stanley. Donc, on avait beaucoup de gros joueurs. Évidemment, il y a Bergeron et Krejci qui sont partis. On a des gars comme Lennon, McAvoy, Pasternak, on avait Brad Marchand, on avait Trent Frederick qui était un bon joueur du 4e trio, Charlie Coyle, et j'en passe. Et vraiment, pour les Bruins, on est allé chercher quand même des gars comme Elias Lindholm, qui avait quand même bien fait avec les Flames. Plus difficile peut-être avec les Canucks, mais ça a été très difficile cette saison. On allait mettre une certaine confiance sur Nikita Zadorov, qui a eu une saison vraiment de misère. La seule statistique où est-ce qu'il a été un leader, c'est les minutes de pénalité. Ceci étant dit, on va vous nommer quelques joueurs. Il y a beaucoup de joueurs à nommer, donc on va vous faire une liste ici des joueurs qui ont été signés. Et vous allez remarquer que c'est quand même des signatures de beaucoup de 1 an et de 2 ans. Oui, des joueurs signés quand même plus à long terme, mais ça va comme suit. Mason Lohrei a été signé 2 ans pour 6,4 millions. Victor Soderstrom, lui, a été signé 1 an à 775 000. On a ici Michael Callahan, 775 000 pendant 1 an. Morgan Geekie, lui, qui était avec l'équipe pendant un certain temps, a signé une grosse prolongation de contrat, 6 ans à 5,5 millions. On est allé chercher aussi Henri Jokiharju, 3 ans à 3 millions. Moi, je trouve que c'est une des bonnes transactions qui sont quand même assez rares. John Beecher, lui, on l'a signé 1 an à 900 000 pour l'année. On a allé chercher Michael DiPietro pour 2 ans à 812,5 000 par année. On a aussi allé chercher Tanner Jeannot pour quand même une prolongation de 5 ans, 3,4 millions par année. Ce que je trouve que pour Tanner Jeannot, c'est peut-être un peu haut. Tanner Jeannot qui n'est pas le joueur de concession, on va dire comme ça. Lui qui a déjà fait plusieurs équipes à 28 ans. On a allé chercher quand même un bon joueur de centre en Sean Corrali, 2 ans à 1,85 millions par année. On a allé chercher l'ancien joueur de Tampa Bay, Michael Aïsimon, pour 2 ans, 1,45 millions par année. Donc c'est ça que je disais pour l'agressivité des Bruins pour les signatures. On a signé énormément de joueurs, mais comme vous avez vu, c'est des contrats je dirais à petit terme. Qu'est-ce que vous pensez des Bruins en ce moment? Qu'est-ce que vous pensez de Don Sweeney particulièrement? Qu'est-ce qu'on a à dire sur son management depuis, pas seulement maintenant, mais depuis la dernière année? Moi, je trouve que c'est épouvantable ce que Don Sweeney réalise avec l'équipe. Si on pense vraiment, Brad Marchand, on l'a laissé partir contre seulement un choix au repêchage. Il est allé faire des séries éliminatoires extraordinaires, puis il est allé gagner la Coupe Stanley. Je pense que déjà, juste avec cet échange-là du capitaine en plus, je pense que c'est épouvantable comment on a pu laisser Don Sweeney vraiment vider l'équipe, si je dirais. Écoute, si on réfléchit là, vraiment, comme on a dit tantôt, c'est Marchand, Carlo, Coyle. Faut mettre Ullmark aussi dans l'équation, même s'il y avait un peu un conflit entre le gardien Ullmark et Swayman. On avait 2 excellents gardiens qui nous avaient permis d'ailleurs d'avoir une saison record avec Jim Montgomery. Donc, je pense vraiment que c'est épouvantable de laisser Don Sweeney
faire et avoir fait ce qu'il a fait jusqu'à présent. Puis si on regarde vraiment tout le monde qui a été acquéri à la date limite des transactions, pour moi, il n'y a pas vraiment de joueur d'impact. Morgan Geekie qui a signé une prolongation de contrat de 6 ans, il était déjà avec l'équipe. Pour moi, c'est Morgan Geekie et David Pasternak seulement maintenant en attaque qui peuvent faire la différence. Oui, on a Charlie McAvoy en arrière, mais c'est à peu près tout ce qu'on a. Swayman a été signé, bien sûr, l'an dernier. On se rappelle avec tous les déboires que ça a causé pendant le camp d'entraînement. Mais sans Morgan Geekie, je vois pas vraiment quel joueur d'impact on est allé chercher vraiment pour améliorer l'équipe ou pour repartir, disons, une reconstruction du côté des Bruins. Pour moi, vraiment, le contrat de Tanner Jeannot, 5 ans, 3,4 millions par saison, ce qui lui fait 17 millions au total. Je pense que c'est un des pires contrats que j'ai vu cette saison à date dans les agents libres. C'est épouvantable d'avoir donné un contrat de 5 ans à ce prix-là à un joueur qui fait pas grand-chose honnêtement depuis son arrivée dans la ligue. C'est pas un méchant joueur, Tanner Jeannot, mais je pense pas que pour 5 ans, ça va être un joueur qui va vraiment être dominant pour les Bruins. Un 2-3 ans aurait pu passer selon moi, mais je pense pas que 5 ans, c'est vraiment un contrat qui peut être bénéfique pour les Bruins de Boston. Fait que vraiment, je pense que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça va être extrêmement difficile pour les Bruins de remonter la pente depuis qu'on a échangé tous nos joueurs qui avaient un peu d'impact dans l'équipe. Il va falloir que les joueurs qui sont présentement là se réveillent. Je parle entre autres de Lennon, Zadorov, qu'on a acquis l'an dernier. Ça va être les joueurs à se lever cette saison si on veut vraiment éviter d'être la risée de la Ligue nationale encore une fois. Moi, d'après moi, comme j'ai dit, pour les échanges, je trouve que l'équipe va avoir beaucoup de difficultés. Je pourrais même dire que j'ai peur qu'ils vont être derniers dans le classement cette saison. Quand je regarde les signatures, oui, c'est beau avoir des jeunes, mais ils ont juste signé des jeunes à part Sean Corrali, qui a 32 ans. Mais sinon, c'est tout des jeunes. Donc, d'après moi, ils veulent vraiment aller dans la reconstruction un peu. D'après moi, ils veulent pousser un peu plus les jeunes joueurs à être un peu meilleurs. Comme Étienne a dit, les deux meilleurs vont vraiment être Pasternak et Charlie McAvoy qui vont vraiment booster l'équipe. Mais sinon, l'équipe en tant que telle, ça fait un peu... Je vais pas être méchante, mais ça fait un peu dur. Ça va être difficile un peu. D'après moi, ils vont être encore en reconstruction pendant quelques années si ils continuent à être de même, à tout échanger leurs bons joueurs pour des jeunes. Donc, d'après moi, ça va vraiment faire dur. Puis je trouve que Boston, c'est une équipe qui a fait des mauvais deals. Non, je sais pas ce qui s'est passé avec Boston, mais on va les voir dans le bas classement cette saison. Allons-y maintenant avec une équipe qui, contrairement aux Bruins, a quand même bien fait depuis quelques jours. On parle des Sabres de Buffalo. Donc, 3 transactions à mentionner. Donc, les Sabres de Buffalo ont fait l'acquisition de Josh Doan et de Michael Kesselring. Et ils ont échangé au Mammoth de Utah, vraiment le nouveau nom du fameux club de hockey de l'Utah. Mammoth, qui d'ailleurs, je trouve que c'est un des plus beaux logos de la ligue. Là. Juste à mentionner, vraiment très cool. Très hâte de voir comment ça va se passer d'ailleurs, cette nouvelle saison pour le Mammoth. Donc, on a eu John Jason Peterka dans cet échange. Lui qui avait d'ailleurs prolongé, qui avait déjà signé d'ailleurs avec le Mammoth après son échange. Donc vraiment un bon échange. On a aussi Connor Clifton qui a été échangé aux Penguins de Pittsburgh avec un choix de 2e ronde dans le draft de 2025. Et les Sabres ont reçu Isaac Béliveau ainsi que Connor Timmins. Petite transaction à mentionner. Et aussi, Sam Lafferty a été échangé aux Blackhawks de Chicago. Les Sabres ont reçu un choix de 6e ronde en 2026. Donc, évidemment, la transaction à nommer ici, c'est vraiment John Jason Peterka, un jeune joueur, un très bon marqueur, un bon tir lui aussi. Et on va évidemment parler des signatures du Mammoth plus tard. Mais qu'est-ce que vous pensez des Sabres de Buffalo? On sait que défensivement, c'est un excellent club, mais qu'évidemment, le problème a toujours été en offensive. Est-ce que se débarrasser de Peterka a été un bon move pour eux?
Moi, je pense pas que ça a été le move à 100% à faire, mais écoute, on a reçu 2 joueurs pour J.J. Peterka. Josh Jones, qui est vraiment un jeune joueur qui vient de commencer dans la Ligue nationale l'an dernier. Donc, peut-être qu'avec son développement, ça va peut-être amener à un joueur beaucoup plus offensif que J.J. Peterka était. Josh Jones, qui est le fils de Shane Doan. Donc, écoute, il vient d'une famille de hockey. Donc, pour moi, je pense que peut-être il va pouvoir se développer en étant un joueur aussi efficace que son père était. Du côté de Michael Kesselring, c'est un bon défenseur, gros gabarit, qui va normalement, selon moi, remplacer Connor Clifton qui est parti. Même si on est allé chercher Connor Timmins, je suis pas certain que Connor Timmins est vraiment le joueur pour remplacer Clifton. Kesselring, par exemple, beaucoup plus. Donc, je pense que même si on s'est débarrassé d'un marqueur en J.J. Peterka, je pense que le retour que le Mammouth ont cédé, en fait, au Sabre est quand même assez intéressant. Puis avec les années, peut-être que ça va s'avérer avoir été un échange assez intéressant aussi. Moi, d'après moi, ça n'a pas été une idée super d'avoir échangé John Jason Peterka. Parce que comme Étienne a dit, c'était un marqueur très bon. Il était là pour l'équipe. Mais comme on l'a mentionné, Josh Doan, c'est un nouveau arrivé. Donc, on ne sait pas comment il va être. Est-ce qu'il va aider l'équipe? Il va-tu se développer avec l'équipe? Vraiment, tout marche avec l'équipe, leurs coéquipiers, tout marche avec ça. Donc, s'il y a des bons coéquipiers avec lui, il va sûrement avancer loin avec l'équipe. Sinon, Michael Kesselring aussi un bon défenseur, donc ça va aider niveau défensivement. Sinon, du côté de Connor Timmins et de Isaac Béliveau, 2 autres défenseurs. Donc, clairement, on voulait un peu changer méthode défensive. Pour les joueurs signés pour les Sabres de Buffalo, on a signé beaucoup de joueurs qu'on avait déjà, dont Jack Quinn et Ryan McLeod. On est allé chercher Alex Lyon, ce qui peut être une bonne chose, un gardien, potentiellement un deuxième gardien de but. Mais sinon, vraiment, les Sabres n'ont pas été très, très actifs sur le marché des joueurs. Est-ce qu'on veut se garder de la masse salariale pour une grosse transaction, re-signer potentiellement Alex Tuch? Ça sera à voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense vraiment que c'est un peu décevant quand même de voir les Sabres pas aller chercher un peu d'aide. On sait que ça fait extrêmement longtemps qu'ils n'ont pas fait les séries, que c'est extrêmement difficile à chaque saison. Donc, c'est un peu décevant de voir qu'ils ne sont pas allés chercher grand monde. À part Alex Lyon, le seul joueur qui me vient en tête qui peut aider légèrement l'équipe, c'est Justin Danforth, mais encore là, c'est pas la perle rare qu'on est allé chercher. Selon moi, on garde l'argent pour signer Alex Tuch à long terme, ou bien de faire une grosse transaction, comme tu as dit, mais c'est quand même un peu décevant de voir qu'il n'y a pas grand joueurs qui sont arrivés avec les Sabres, encore une fois. Moi aussi, je dirais que je suis un peu choquée parce que disons que les Sabres, ça a été un peu difficile cette saison. Moi, je trouve qu'ils devaient aller chercher des joueurs pour appuyer les autres joueurs ou appuyer l'équipe en tant que telle pour avancer plus loin. Moi, je pense qu'ils veulent quand même rester dans la reconstruction aussi. C'est un peu difficile parce qu'ils ont quand même fini dans le bas classement cette saison. Donc, on verra qu'est-ce qui peut nous amener. Comme on a dit, Alex Lyon, c'est quand même un bon gardien de but. Donc, peut-être que lui, il va aider l'équipe en tant que telle. Mais sinon, très décevant qu'ils n'ont pas fait de grandes transactions ou de signatures parce qu'ils n'avaient quand même de besoin pour la saison prochaine. On va y aller maintenant légèrement des Flames de Calgary. Vraiment, aucun vraiment échange à mentionner d'une grosse importance. Même pour les signatures de joueurs, on a allongé le contrat de Kevin Bahl pour 6 saisons pour une valeur de 5,35 millions par année. C'est pas mal, vraiment, le seul joueur à mentionner. Dans le mois de mai, on avait re-signé Matt Coronato 7 ans pour 6,5 millions. Mais sinon, les Flames, évidemment, on est encore en questionnement. Rasmus Anderson, on ne sait pas s'il va être échangé, probablement, mais on n'a pas encore reçu de nouvelles en ce moment même. C'est ça, très, très, très peu d'activité pour les Flames. Donc, on sait que dans les 2 dernières saisons, on a échangé beaucoup de joueurs, dont Zadorov, on avait échangé Noah Hanifin. Mais on a encore, évidemment, Nazem Kadri et Jonathan Huberdeau. On a malheureusement plus Anthony Manta. Il y a beaucoup de joueurs qui ont déménagé. Est-ce que les Flames envisagent, évidemment, on a un bon gardien de but, en Dustin Wolf,
D'après vous, c'est quoi le plan des Flames en ce moment? Est-ce qu'on envisage une potentielle reconstruction? Parce que je sens que le club, en ce moment même, s'est vidé, mais il n'y a pas eu de plan vraiment après. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, je pense qu'avec ce que je vois, là, pas de transaction, pas vraiment de signature, mais en fait, aucune signature, à part avoir re-signé les joueurs déjà présents. Je pense que du côté des Flames, selon moi, je crois qu'on est content de ce qu'on a présentement. Oui, on entend plusieurs trucs sur Rasmus Andersson, mais ça se peut que ça soit pas vrai aussi. Ça se peut qu'il reste là. Mais je pense qu'on est content avec l'effectif qu'on a présentement. On est passé près de faire les séries l'année passée quand personne nous voyait faire les séries vraiment ou être même dans la course. Donc je pense qu'on est content présentement de l'effectif qu'on a. On va voir ce qui va arriver pendant la saison. Puis s'il y a des modifications à faire, je pense qu'on va faire des transactions qui auront lieu. Ou peut-être là, Rasmus Andersson va être intéressant pour d'autres équipes. Mais pour le moment, je pense qu'au début de la saison, les Flames sont vraiment contents de ce qu'ils ont présentement. Je suis pas tant d'accord avec ça non plus. Je pense qu'il y a quelques trous du côté des Flames. Mais si eux pensent qu'ils sont contents, et c'est ce que je comprends avec vraiment pas tant de mouvements qu'ils ont fait depuis la fin de la saison. Donc, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils vont commencer l'année. Puis en avançant, à voir qu'est-ce qui va arriver avec l'équipe. S'il y a transaction qui aura lieu, si l'équipe va bien ou va mal, c'est là qu'on va voir si vraiment les Flames veulent changer quelque chose ou bien rester avec le core qu'ils ont présentement et tenter de faire un push en série comme ils ont fait l'année passée. On y va ensuite pour les Hurricanes de la Caroline. Encore une fois, peu de signatures vraiment à mentionner, sauf évidemment les signatures qu'il y a eu, par exemple pour Logan Stankoven en juillet dernier, 8 ans, 6 millions par année. Vraiment, dans la dernière heure, il y a vraiment un échange, évidemment, à mentionner. C'est l'échange de Kay Andre Miller des Rangers de New York. Donc, les Hurricanes l'ont acquis. En plus, qu'il a été signé à 7,5 millions par année pour 8 ans. Je trouve personnellement que c'est un contrat élevé pour Kay Andre Miller. Je ne trouve pas que c'est le défenseur à caractère offensif qu'on pense qu'il a. C'est beaucoup plus défensif, mais encore une fois, les Hurricanes, c'est un style de jeu beaucoup plus défensif. Le changement de culture, encore une fois, peut aider. Changement d'équipe. On souhaite le meilleur pour Kay Andre Miller. Ce n'est pas un mauvais joueur. Il a une mauvaise saison, oui, mais ça peut tout changer avec les Hurricanes. On l'a vu avec plusieurs joueurs que le changement d'équipe a amené que du bon. Les Rangers, eux, ont reçu en retour Scott Morrow, un défenseur de 22 ans, qui est sur une dernière année de contrat de 3 ans à 916,667 000. Et ils ont aussi reçu un choix de première ronde en 2026, conditionnel, ainsi qu'un choix de deuxième tour en 2026. Qu'est-ce que vous pensez de cet échange-là? Et qu'est-ce que vous pensez particulièrement de Kay Andre Miller en tant que joueur défensif? Moi, je pense que ça dit deux choses. Premièrement, ça confirme le fait que Brent Burns ne reviendra pas avec les Hurricanes. Maintenant, je pense qu'on peut être sûr et certain de ça. Puis je pense que pour Miller, c'est une bonne chose d'avoir quitté les Rangers qui s'en vont vraiment un peu comme les Bruins dans une mauvaise direction, selon moi, malgré qu'il y a un effectif un peu plus intéressant que les Bruins. Et je dirais que c'est vrai que le contrat est un peu élevé selon moi, mais je pense que il va prendre une place assez importante du côté des Hurricanes, surtout que là, que Burns ne reviendra pas et Dimitri Orlov ne devrait pas revenir lui non plus. Je pense qu'il va prendre une place très très importante à côté de Jacob Slavin. Donc peut-être qu'avec les Hurricanes, c'est là qu'il va être capable de vraiment finir son développement, qui selon moi n'est pas encore fini à 100%, puis de s'élever comme un joueur assez important défensivement, qui est capable d'aller en attaque. C'est un peu comme un Jacob Slavin, un peu moins bien sûr talentueux et du même niveau, mais ça revient un peu à... C'est vraiment un échange remplacement, selon moi. Surtout qu'on a perdu 2 gros défenseurs qui étaient là avec les Hurricanes depuis quelques saisons. Moi, je trouve, d'après moi, qu'il va peut-être aider l'équipe. Kay Andre Miller, c'est pas un mauvais défenseur non plus. Je trouve qu'il est bon. Puis comme Étienne a dit, il va remplacer 2 autres défenseurs. Donc, d'après moi, il a sa place. Et je suis sûr que du côté pour Kay Andre Miller, il est très content d'être parti aussi des Rangers. Parce que les Rangers aussi, c'est une autre équipe. On va en parler plus tard, mais c'est une autre équipe qui est en train de descendre. Donc, d'après moi, oui, il est payé un peu plus cher, mais... Clairement, ils le voulaient vraiment, vu qu'ils vont pas signer Ben Burns.
Donc, d'après moi, c'était la seule option pour eux de le signer cher pour l'avoir. Allons-y maintenant légèrement avec les Blackhawks de Chicago. Donc, un échange, une signature à mentionner pour cette équipe. Chicago sont allés chercher Andrei Burakovsky du Kraken de Seattle. Je trouve que c'est une bonne chose. Andrei Burakovsky, quand même un joueur assez sous-estimé dans la ligue. Ça peut être un joueur quand même, oui, de soutien, mais qui peut aller marquer des buts importants. Et on a échangé contre ça Joe Veleno, le joueur québécois, qui s'est d'ailleurs fait racheter son contrat tout de suite après. Mais il faut noter qu'on a vu Joe Veleno s'échauffer avec le Canadien de Montréal à Brossard il y a quelques jours. En ce moment, je pense qu'il n'a pas été signé nulle part. Joe Veleno, je le verrais bien comme un potentiel quatrième trio, joueur de centre, peut-être. C'est à voir. Quand même un jeune joueur qui peut être dans la tranche d'âge d'ailleurs du Canadien. Mais ça, on en parlera plus tard du Canadien. Et une signature à mentionner, Ryan Donato qui signe une prolongation de 4 ans à 4 millions par année avec les Hawks. Bonne chose, Ryan Donato qui est un des meilleurs marqueurs de l'équipe depuis quelques saisons aux côtés de Connor Bedard. Évidemment, Chicago sont une équipe qui sont en reconstruction depuis quelques saisons. On est allé chercher évidemment Connor Bedard il y a 2 ans, premier choix au repêchage overall. On est allé rechercher aussi Lev Shunov, un bon défenseur très gros. Donc en ce moment, c'est sûr qu'on essaye de s'équiper du côté des Blackhawks de Chicago. Évidemment, qui vont en ce moment, c'est pas la dynastie, comme dans le temps. Mais il faut être patient, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de Chicago? Qu'est-ce que vous anticipez pour la prochaine saison pour les Hawks? Ben, je pense que premièrement, on n'a pas bougé beaucoup. Burakovsky, c'est une bonne acquisition, surtout pour un Joe Veleno qui s'est fait racheter son contrat par la suite. Donc je pense que de ce côté-là, les Blackhawks gagnent cette transaction-là. Mais je pense qu'avec l'arrivée de Spencer Knight dans les buts en fin de saison l'an dernier, je pense qu'on peut espérer quelque chose d'un peu mieux pour les Blackhawks. C'est encore une équipe extrêmement jeune. Il va y avoir beaucoup de développement à faire encore. On a un coach relativement nouveau aussi dans l'équipe. Donc je pense que ça va être encore une fois une saison difficile pour eux, mais avec peut-être des petits clics qu'on va voir ici et là, que ça va nous permettre de dire que enfin Chicago avance un peu, puis dans les prochaines saisons, elle va être beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on a vu depuis vraiment l'arrivée de Connor Bedard, qui malheureusement, depuis son arrivée, c'est pas drôle à Chicago. Ben ouais, d'après moi, ils n'ont pas fait grandes actions non plus niveau transactions et signatures. Donc, d'après moi, ils vont peut-être rester le même, mais comme Étienne a dit, depuis qu'ils ont Spencer Knight, on l'a vu jouer un peu en fin de saison. On a vu qu'il a gaulé, donc on a vu que ça l'a un peu changé niveau match. Je trouve que les matchs étaient beaucoup mieux. Il faisait des arrêts malades mentales, des 30 tirs avec 2 buts, par exemple. Je peux dire que du côté de gardien de but, ça va vraiment changer l'équipe. D'après moi, il va devenir le numéro 1 de Chicago. Oui, Connor Bedard, pour lui, c'est un peu difficile parce que l'équipe, il n'y a pas vraiment d'ailier droit, d'ailier gauche pour l'aider, à part un autre centre de Ryan Donato qui marque beaucoup de buts aussi. Donc, d'après moi, ils vont aller mieux. Je pense pas que... Là, on parle de séries, c'est un peu loin, mais je veux dire, peut-être qu'ils feront pas les séries encore cette année. Disons qu'ils sont encore un peu en reconstruction, mais comme Étienne a dit, d'après moi, ils vont un peu monter dans le classement, peut-être pas assez, mais avec Spencer Knight, je trouve que l'équipe va aller beaucoup mieux, puis on va enfin dire, Chicago sont pas si pires, dans quelques saisons, ils vont peut-être faire les séries, par exemple. Allons-y maintenant avec l'Avalanche du Colorado. Donc, évidemment, oui, il y a eu la signature de Brock Nelson, 3 ans à 7,5 millions. Je trouve que c'est un contrat qui fait du sens quand même. Brock Nelson qui a en ce moment 33 ans, va avoir 36 à la fin de son contrat. Un bon contrat, moi je trouve. Mais on a aussi une transaction vraiment importante du côté de Colorado. Ils ont échangé Charlie Coyle et Miles Wood aux Blue Jackets de Columbus. Et en retour, ils ont reçu Gavin Brindley, un choix de 3e tour dans le repêchage de 2025 et un choix aussi conditionnel de 2e ronde en 2027. Donc Charlie Coyle, 33 ans, ainsi que Miles Wood, 29 ans. Ça ne peut qu'ajouter du bon
pour les Blue Jackets qui sont en train, pour moi, de quand même revenir de revenir un peu pied sur terre. On a Monahan, on a Ken Johnson, on a un excellent aussi Kirill Marchenko. Beaucoup de Russes dans cette organisation d'ailleurs. Donc qu'est-ce que vous pensez de cet échange-là? Est-ce que ça peut rapporter autant de bien dans les deux équipes ou ça a été beaucoup donné Coyle et Wood? Moi je pense que Charlie Coyle, ça n'a pas vraiment marché quand il est arrivé avec l'Avalanche. On a vu en série, ça a été difficile aussi. Fait que je pense vraiment que, tout comme ce que je pense, l'Avalanche le pensait aussi, puis ils sont décidés vraiment de se départir de Coyle. Je pense que c'est une bonne acquisition pour les Blue Jackets. Un bon centre de 3e, 4e trio, selon moi, pour eux, qui ont perdu d'ailleurs Sean Corrali à Boston. Donc, je pense que ça va remplacer un peu un Sean Corrali. C'est à peu près le même rôle qu'il jouait avec les Blue Jackets avant de quitter. Donc, je pense que pour les Blue Jackets, c'est une bonne transaction. Puis, je pense que pour l'Avalanche, ça fait de la place un peu pour d'autres personnes qui pourraient prendre la place de Coyle et qui seraient un peu plus talentueux ou déjà ancrés dans l'équipe. On y va maintenant pour les Blue Jackets de Columbus. Évidemment, on vient de parler de l'échange de Miles Wood et de Charlie Coyle. À part ça, il y a eu le 26 juin Daniel Tarasov qui a pris la direction des Panthers. Et eux ont reçu un choix de 5e ronde pour le repêchage de 2025. Donc pour les échanges, il n'y a pas vraiment eu quelque chose d'explosif. Par exemple, pour les signatures, on a quand même signé 2 bons joueurs. Dante Fabro pour 4 ans à 4,125 millions par année. Ainsi que la meilleure signature pour eux pour l'instant, Ivan Provorov, 7 ans à 8,5 millions. Je trouve que c'est une excellente affaire. Un excellent défenseur, encore quand même 28 ans, a de l'expérience. À la fin de son contrat, va éventuellement avoir dans la moitié de la trentaine. Qu'est-ce que vous pensez des Blue Jackets? Est-ce que c'est une bonne chose de le signer autant cher? Ou est-ce qu'on... Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que c'est une bonne affaire d'avoir gardé Provorov. C'est un quand même assez bon défenseur, très bon offensivement. Quelques lacunes défensivement, mais je pense que c'est important de le garder. Dante Fabro aussi, même chose. Lui est arrivé l'an dernier pendant la saison de Nashville. Donc, je pense que c'est assez important de garder le corps qu'on avait à Columbus. On a eu quand même une saison qui était possiblement correcte l'an dernier. On était dans la course pour les séries jusqu'à presque la toute fin. Donc, c'est quand même assez bien, selon moi, ce qu'on a fait. Il faut aussi souligner que Isaac Lundestrom a signé 2 ans, 1,3 million aujourd'hui, centre de 25 ans. Ça va pallier un peu aussi à la perte de Corrali, puis aller sur le 3e ou 4e trio, tout dépendamment de où Coyle va se ramasser dans l'alignement. Donc, je pense que vraiment, overall, ce que les Blue Jackets ont fait, c'est quand même assez bien. Puis ça augure bien pour le futur de l'équipe. Moi, je trouve que Columbus était déjà une équipe pas pire. Comme Étienne a dit, c'était en course contre les Canadiens en série dans le classement. Donc, c'était bien de garder les mêmes gens parce que l'équipe allait strictement bien. Donc, Provorov qui a signé, c'est bien. Fabro qui a signé, c'est très bien aussi. Lundestrom qui est venu à l'équipe aussi, ça va englober niveau offensif de l'équipe. Donc, moi, je trouve que l'équipe allait strictement bien cette saison. Donc, d'après moi, ils vont encore bien être cette saison aussi. Allons-y maintenant avec les Stars de Dallas sur une transaction qui vaut la peine d'être nommée. Ils ont amené Mason Marchment vers le Kraken de Seattle. Donc, qui est une bonne affaire pour le Kraken. Ils ont besoin de joueurs du style de Marchment qui avait, je trouve, quand même une certaine difficulté à sa fin de séjour avec les Stars, qui eux reçoivent un choix de 4e tour pour 2025, le repêchage encore une fois qui a eu lieu, et un choix de 3e tour en 2026. Donc une bonne affaire. Mason Marchment, je trouve qu'il avait perdu un peu de sa valeur peut-être, donc on l'a eu pour quelques choix au repêchage, donc ce qui est quand même une bonne affaire pour le Kraken. Qu'est-ce que vous trouvez Est-ce que vous trouvez que Mason Marchment est plus un joueur de soutien, 2e trio? Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur-là? Moi, je pense, premièrement, c'est, selon moi, un joueur beaucoup plus de soutien maintenant.
Et je pense vraiment que les Stars n'avaient pas vraiment le choix de faire cette transaction-là si on voulait garder les joueurs qu'on a réussi à garder grâce à l'espace qu'on s'est fait sous la masse avec cet échange-là. Donc je pense vraiment que pour les Stars, malheureusement, on était contraint de le faire. Pour le Kraken, c'est une très bonne acquisition. Ça va remplacer peut-être un joueur comme Yannick Gourde ou Brandon Tanev qu'on a perdu l'an dernier. Donc ça peut vraiment aider le Kraken. Mais moi, d'après moi, comme Étienne a dit, ça va aider le Kraken parce que le Kraken, je trouve qu'il y avait un peu de difficulté cette saison. Ils n'ont pas fait les séries, ils sont encore un peu nouveaux dans la ligue, mais je veux dire, je trouve qu'ils ont eu beaucoup de misère. Donc, Marchman va beaucoup aider l'équipe à appuyer puis tout. Donc, d'après moi, c'est bon pour le Kraken. C'est un peu triste pour les Stars parce qu'ils étaient avec l'équipe. Ça faisait longtemps qu'ils étaient avec l'équipe aussi. Donc, d'après moi, c'était bien pour les Stars, mais comme Étienne a dit, fallait qu'ils fassent de la place pour garder les bons joueurs. Pour les joueurs signés pour les Stars, ça va comme suit pour les plus importantes. Donc Matt Duchesne qui fait vraiment du très bon travail avec les Stars depuis 2 saisons. Donc lui il a signé 4 ans pour 4,5 millions, contrat très mérité. Nin Lundqvist lui a signé 1 an à 1,25 millions. Maverick Bourque lui a signé seulement 1 an pour 950 000 par année. Jimmy Benn, lui, a pris définitivement une coupure de salaire avec 1 million pour 1 an seulement. Quand même, 35 ans, va avoir 36 à la fin de ce contrat. On verra à ce point-là où il sera rendu dans sa carrière. Et Radek Faksa, lui, qui revient avec les Stars pour 3 ans pour une valeur de 2 millions par année. Donc, c'est ça pour les Stars. Allons-y directement maintenant avec les Red Wings de Détroit qui ont fait évidemment la transaction de John Gibson, qui a emmené John Gibson avec l'équipe, une très bonne chose. On a aussi échangé Vladimir Tarasenko au Wild du Minnesota pour des considérations futures, qui nous fait dire vraiment que quand même Tarasenko, 33 ans, ont quand même quelques années devant lui peut-être. Il avait été très bon évidemment avec les Blues dans le temps, mais il a fait aussi un tour avec les Panthers où il a gagné la Coupe Stanley, la première Coupe Stanley des Panthers maintenant. Mais vraiment, qu'est-ce que vous pensez de Tarasenko en tant que joueur? Je dis qu'il y a quelques années devant lui. Qu'est-ce qui reste à Tarasenko à jouer d'après vous? Moi je pense qu'il reste pas grand-chose. On a vu même avec les Panthers, quand il y a la Coupe Stanley, ça a été quand même assez difficile en fin de saison régulière. Dans les séries éliminatoires, ça a été quand même possiblement bien, mais je veux dire, en fin de saison régulière, ça a été compliqué. Puis l'année passée, avec Détroit, ça a été très difficile pour Tarasenko. Je comprends un peu le mouvement des Red Wings. Fallait aussi libérer de la place pour les joueurs qu'on est allé acquérir. 4,7 millions, je pense que ça fait beaucoup de bien sur la masse salariale des Red Wings. Puis écoute, c'est un joueur qui va sûrement être sur le 3e trio du Wild, qui ont quand même des joueurs assez importants dans les 2 premiers trios. Donc je pense que pour les Red Wings, c'est gagnant. Pour le Wild, on verra. Ça va peut-être être un contrat qui va être un peu embêtant, mais quand même, je pense que les Red Wings ont bien fait de se départir de Tarasenko, qui vraiment la saison dernière a été un joueur fardeau selon moi. Donc pour les signatures de joueurs, on a vraiment quelques joueurs à nommer. Patrick Kane qui a re-signé encore une fois pour 1 année seulement à 3 millions pour ce contrat-là. 36 ans, est capable quand même encore de jouer. Ce n'est évidemment plus le Showtime qu'on a connu avec les Hawks ou un peu avec les Rangers si on veut. Mais vraiment, Patrick Kane qui veut définitivement rester aux côtés d'Alex DeBrincat, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On verra si les Red Wings enfin vont pouvoir faire les séries avec ce corps offensif quand même assez talentueux. Il y a le vétéran James Van Riemsdyk qui va venir appuyer cette quand même jeune équipe des Red Wings de Détroit. 36 ans lui aussi, Van Riemsdyk, 1 an pour 1 million. Peut être un bon joueur de 4e trio, comme il a été quand même un joueur de 4e trio, qui a été un joueur de soutien avec les Blue Jackets l'année passée. Allons-y maintenant avec les Oilers d'Edmonton, eux qui ont premièrement perdu en finale de la Coupe Stanley. Parlons un peu de la finale de la Coupe Stanley. Évidemment, ont perdu en 6 matchs. Et c'est vraiment le problème des Oilers, je trouve, depuis 2 saisons. C'est que oui, premièrement, on a des débuts de saison extrêmement difficiles. Un milieu de saison qui va bien.
une fin de saison qui est un peu chamberlue. Après ça, on vient jouer un hockey défensif avec beaucoup d'offensives. On se rend à la finale puis on se fait complètement dominer, encore une fois, par les Panthers. Qu'est-ce que vous trouvez qui est le problème numéro 1 chez les Oilers d'Edmonton depuis ces 2 dernières saisons-là, avant qu'on parle évidemment des échanges et des signatures? Très facile, devant le filet. C'est à peu près tout ce que je peux dire des Oilers. Très difficile aussi en défense parce qu'on a plus de joueurs offensifs que vraiment défensifs. Puis sinon, je pense que du côté de l'attaque, McDavid, Draisaitl, ça va extrêmement bien. Et on manque d'appui par la suite pour appuyer ces 2 joueurs-là. On a perdu aussi Evander Kane qu'on a échangé aux Canucks. On a perdu Victor Edvardson, Connor Brown, Corey Perry. Et comme vous allez le voir dans le segment qui va suivre, on n'a pas fait beaucoup de mouvements aujourd'hui en ce 1er juillet. En fait, on n'en a fait aucun, pour être précis. Donc, j'ai vraiment l'impression que les Oilers, ça va commencer à être très difficile, surtout avec notre prochaine équipe qu'on va parler, ou une des prochaines équipes, les Kings de Los Angeles, qui, eux, ont bougé énormément aujourd'hui. Très intéressant ce que les Kings ont réussi à faire. Donc, je pense vraiment que les Oilers, ça va être extrêmement difficile de continuer à être performant à un tel niveau, en sachant que encore une fois, on a perdu des joueurs, mais qu'on a remplacé personne. Tandis qu'on sait pertinemment qu'on a besoin d'un gardien de but et qu'on a besoin de joueurs pour appuyer McDavid et Draisaitl. Comme Étienne a dit, moi je trouve que le problème aussi c'est devant le filet. Skinner et Pickard, des fois ils se débrouillent, mais je trouve qu'en séries éliminatoires, ils ont beaucoup de difficultés. Donc vraiment devant le filet. Et un peu aussi la défensive, je trouve qu'ils ont eu beaucoup de difficultés devant les Panthers en finale de la Coupe Stanley. Sinon, comme Étienne a dit aussi, McDavid et Leon Draisaitl, c'est comme un peu les seuls, disons, vétérans dans l'équipe. Ils ont perdu Perry, qui a fait des bonnes séries, Evander Kane, qui était présent aussi en séries éliminatoires. Donc, pour moi, je trouve qu'ils ont perdu un peu aujourd'hui niveau transactions et signatures parce qu'ils ont quasiment rien fait. On n'a pas vu alerte transaction les Oilers, etc. Donc, je trouve c'est un peu pitié aussi pour Draisaitl et McDavid. Puis quand McDavid il est fâché aussi en série, il joue un peu tout seul. Donc, on voit aussi que comme jouer tout seul, ça aide pas trop non plus. Mais vraiment, devant le filet, c'est vraiment le problème de l'équipe. Donc, moi, je trouve pas pourquoi ils ont pas fait de signature devant le filet. Donc, ceci étant dit, pour les échanges, Étienne, tu l'as mentionné, Evander Kane qui prend le chemin des Canucks de Vancouver, et c'est tout. Il n'y a pas eu d'échange audacieux, si on veut, pour les Oilers. Et c'est la même chose pour les signatures. Il y a une signature, d'ailleurs, qui me démange depuis la signature, le 27 juin. Trent Frederic a été signé 8 ans pour 3,850 millions par année. On en discutera après. Kasperi Kapanen, lui, a allongé son séjour avec les Oilers pendant 1 an pour 1,3 millions. Evan Bouchard, si on peut le nommer comme ça, a signé évidemment un gros contrat de 4 ans à 10,5 millions par année. Je trouve que pour Bouchard, c'est cher payé. Évidemment, c'est leur meilleur défenseur offensivement, mais défensivement, c'est souvent quand même assez difficile. Et on l'a vu en série éliminatoire une fois de plus. Qu'est-ce que vous pensez notamment des contrats de Trent Frederic et de Evan Bouchard? Moi, dans ma logique, j'aurais signé Bouchard 8 ans et non le contraire. Moi, je comprends pas encore le contrat de Trent Frederic. Premièrement, on a bien vu depuis son arrivée avec les Oilers, ça n'a pas été très fameux en séries éliminatoires. Est-ce que quelqu'un l'a même vu? C'est vraiment ça ma question que je me pose. En finale de la Coupe Stanley, ça a été un déshonneur total. La seule fois où on a vu Trent Frederic sur la patinoire, c'est quand il a donné un double échec à Bennett en fin de match. Donc, j'ai l'impression que avec ce contrat-là, on va s'en vouloir pendant 8 ans du côté des Oilers et on va essayer de l'échanger à un certain moment dans son contrat. Pour ce qui est de Evan Bouchard, c'est extrêmement cher payé et ça va commencer à poser problème, j'ai l'impression, moi, dès cette saison pour les Oilers. On a signé Leon Draisaitl l'an dernier, un contrat quand même assez lucratif. Evan Bouchard vient de signer à 10,5 millions par année pour 4 ans. Et là,
Connor McDavid va tomber agent libre. C'est ça le problème des Oilers, c'est qu'on va se retrouver à une équipe avec 3 joueurs seulement d'importance, si on veut, parce qu'on n'aura plus de place sous le plafond salarial. Je sais que ça va monter dans les prochaines années, mais quand même, ça va être extrêmement difficile d'avoir 3 joueurs comme ça payés à plus de 10 millions et plus par saison et d'avoir des joueurs sur le côté qui vont appuyer ces 3 joueurs-là. Ça va être très difficile. Moi, j'ai l'impression cette saison, d'ailleurs, qu'on va tenter d'échanger Darnell Nurse à un certain moment parce que lui-même, son contrat est très gros et prend beaucoup de place. Et si on veut garder McDavid, si McDavid veut rester, bien sûr, avec les Oilers, il va falloir finir par se départir de quelqu'un. Donc, ça va être encore une fois, sûrement, probablement, une perte d'un joueur pour aller re-signer un joueur, mais pas amener de nouveaux joueurs pour aider les Oilers. Donc, ça va être très difficile. Moi, je pense que c'est 2 contrats qui vont faire mal à long terme. Peut-être moins Bouchard parce qu'il est capable d'appuyer quand même et de créer de l'attaque. Mais je veux dire, à 10,5, c'est beaucoup trop cher payé, surtout si on veut garder Connor McDavid à Edmonton. Et surtout, juste nommer Darnell Nurse. Il faut se rappeler que ce joueur-là a une clause de non-mouvement sur son contrat. Donc, si on veut l'échanger, il va falloir lui demander d'enlever sa clause. Donc, encore une fois, l'avenir, je trouve, est un peu incertain pour les Oilers. C'est beau avoir des très, 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 très bons joueurs payés très, très, très cher. Si t'as pas de profondeur comme les Panthers en ont eu cette année, t'as absolument rien. Mais d'après moi, je suis d'accord avec vous deux. Je trouve que Trent Frederic, signé 8 ans, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. J'ai pas vu son nom tant en séries éliminatoires. Et que Evan Bouchard, il est pas pire comme défenseur, mais je le voyais contre les Panthers, il avait un peu de misère. Je trouve qu'en finale, il dansait un peu contre les Panthers. Mais sinon, ouais, très déçu aussi des Oilers de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Allons-y maintenant avec, pour une 2e année consécutive, nos champions de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride. Et ce segment-là va pas mal être un contraire de ce qu'on a dit sur les Oilers d'Edmonton. Évidemment, comme j'ai dit tantôt, on est allé chercher en fait Daniil Tarasov des Blue Jackets contre un choix de 5e ronde au dernier repêchage. Donc sur l'échange, on est peut-être allé chercher quelques joueurs de Ligue américaine, quelques joueurs pour renforcer les joueurs, plus de soutien. Donc Bill Zito s'est vraiment arrangé par exemple pour signer ces joueurs et les voici. Sam Bennett, le gagnant du Conn Smythe, 8 ans à 8 millions par année. Aaron Ekblad reste avec les Panthers pour 8 ans lui aussi, 6,1 millions par année. Et un contrat qui fait beaucoup parler ces temps-ci. Brad Marchand, 6 ans. On se rappelle qu'il a 37 ans en ce moment. Avec un cap hit de 31,5 millions pour 6 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 signatures-là? Moi, je pense que c'était vraiment important de garder les mêmes joueurs dans l'équipe. Ça fait 3 ans qu'on va en finale de la Coupe Stanley consécutive du côté des Panthers. Je pense que vraiment les Panthers, avec leur 2e coupe de suite cette saison, prouvent et montrent à tout le monde que c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale, autant dans l'Est que dans l'Ouest. Puis Aaron Ekblad, pour moi, était le meilleur défenseur sur le marché qui était. Il n'a pas été sur le marché très longtemps parce qu'il a été signé même avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. C'était très important de garder Sam Bennett. On n'avait pas le choix puisqu'il avait gagné le Conn Smythe en plus. Ça a été une des pièces maîtresses pour la victoire de la Coupe Stanley encore. Brad Marchand, oui, 6 ans, ça fait jaser, mais il a accepté une baisse de salaire. Puis vraiment, quand il va prendre sa retraite, les années qui vont rester à son contrat, ça va être... En tout cas, c'est vraiment un contrat très intelligent que Bill Zito a réussi à faire signer à Brad Marchand. Je pense vraiment que tout le monde voulait rester avec les Panthers. Puis écoute, ça va être encore la même histoire l'année prochaine. Les Panthers rentrent dans la nouvelle saison comme étant... encore une fois, pour moi, les favoris pour gagner une 3e Coupe Stanley consécutive. Il faut juste spécifier que Thomas Nosek et Daniil Tarasov ont aussi signé avec l'équipe, 1 an chacun. Nosek, 750 000. Tarasov, lui, 1,50 million. Donc, ça amène un petit peu de profondeur avec l'équipe. Il faut aussi spécifier, ça a été confirmé là, aujourd'hui, Jeff Petrie a aussi signé 1 an au salaire minimum avec les Panthers de la Floride. Donc, ça va
normalement remplacer un Nate Schmidt qui est parti, lui, aujourd'hui, avec le Mammouth. Et ça va être, encore une fois, une dernière danse, selon moi, pour Jeff Petrie, qui s'en va quand même avec l'équipe championne et qui risque d'être une équipe encore, comme je l'ai dit, favorite pour remporter la Coupe Stanley. Donc Petrie s'en va avec une équipe assez intéressante, disons, s'il veut se retirer comme champion. Moi, je trouve que c'est excellent qu'ils ont gardé les mêmes joueurs. Sam Bennett, le gagnant du Conn Smythe, Ekblad, très important dans l'équipe, et surtout Marchand. Il a fait des séries de malades mentales. Je veux dire, là, en plus, ils s'en viennent en saison régulière avec la même équipe qui ont gagné la Coupe Stanley. C'est incroyable. D'après moi, là, je veux pas jinx rien ou quoi que ce soit, mais je veux dire, peut-être une 3e Coupe Stanley, on le sait pas. L'équipe est juste boostée. C'est vraiment la meilleure équipe de la Ligue nationale, je dirais. Je trouve ça très, très bien qu'ils ont gardé les mêmes joueurs parce que clairement, l'équipe va super bien. L'équipe est irremplaçable. Je veux dire, juste, c'est incroyable pour les Panthers. Vraiment, quelle équipe. Allons-y maintenant avec une autre équipe qui a été quand même assez active aujourd'hui, le 1er juillet, sur le marché des joueurs. Les Kings de Los Angeles. Pour les échanges, pas grand-chose à dire. Ils ont échangé quelques joueurs au repêchage. Mais dans les signatures, vraiment, ça va comme suit. Donc, le 30 juin, ils ont re-signé Andrei Kuzmenko pour 1 an à 4,3 millions. Un bon contrat. Kuzmenko qui, peut-être, va se faire échanger au fil de la saison. Mais vraiment, les 5 joueurs suivants, des très bonnes choses. Joel Armia a quitté le Canadien officiellement et a signé un contrat de 2 ans à 2,5 millions. Je trouve que c'est un bon contrat pour Joel Armia, qui a quand même déjà 32 ans. Donc un bon contrat. Lui qui peut aller vraiment bien jouer un style plus défensif avec les Kings. Lui qui est déjà excellent. Qui avait été excellent d'ailleurs avec Jake Evans sur l'infériorité numérique avec les Canadiens. Corey Perry quitte officiellement les Oilers d'Edmonton. Il va signer un contrat de 1 an à 2 millions. C'était les contrats qu'on avait entendus dans les rumeurs. Donc, un joueur de 40 ans qui peut potentiellement jouer encore quelques saisons, évidemment pas jusqu'à 50 ans, quoi qu'on ne sait jamais. Mais Corey Perry qui va venir vraiment donner un bon boost offensif à une équipe des Kings qui est quand même assez chargée offensivement aussi. On est allé chercher aussi Anton Forsberg pour 2 ans à 2,25 millions par année. Donc il peut être un potentiel bon deuxième gardien de but. Cody Ceci a rejoint aussi l'alignement pour 4 ans à 4,5 millions. Je trouve que c'est un peu cher payé pour Cody Ceci, mais quand même, on a un défenseur pour les 4 prochaines saisons aussi, un potentiel joueur de 3e paire peut-être. Et un autre défenseur qui a été signé, c'est Brian Dumoulin à 4 millions par année pour les 3 prochaines saisons. Donc je trouve que défensivement, on est allé chercher quand même des bons joueurs de soutien défensivement, des joueurs quand même assez défensifs, surtout particulièrement puisqu'on a perdu Gavrikov dans le marché des joueurs, donc on vient renforcer ça avec aussi un Joel Edmondson et un Drew Doughty. Je trouve que la défensive des Kings particulièrement commence à être très vieillissante. Va falloir penser peut-être à aller améliorer ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'activité des Kings aujourd'hui? Moi, je pense que ça en dit beaucoup sur ce que les Kings veulent faire la saison prochaine. Je pense qu'on est tanné de s'écraser devant les Oilers d'Edmonton. Les Oilers d'Edmonton n'ont pas bougé, ils n'ont rien fait. Les Kings ont été très agressifs. Ils sont même allés voler Corey Perry des Oilers. Donc, je pense vraiment que ça va être très intéressant cette saison. C'est pour moi des très bonnes acquisitions du côté des Kings pour tous les joueurs. Je dirais que cependant, Andrei Kuzmenko, je suis pas certain, comme tu as dit, j'ai l'impression qu'il va se faire échanger durant la saison. C'est pas un joueur. Quand tu signes 1 an, puis tu as 29 ans comme ça, puis qu'on sait que tu as du talent, c'est normalement pas un bon signe, mais ça reste quand même à voir. La transaction, selon moi, la signature plutôt, que j'apprécie le plus du côté des Kings, c'est vraiment Joel Armia qui, pour moi, va aller dans une équipe qui, défensivement, est une équipe à 100% depuis plusieurs saisons. Joel Armia qui a le style parfait, selon moi, pour les Kings de Los Angeles. Donc vraiment, je pense que ça a été une période de signature du 1er juillet pour les Kings très satisfaisante. Ça reste plus maintenant qu'à être mis au jeu
au début de la saison. Moi, je trouve que les Kings ont beaucoup fait aujourd'hui. Déjà, Yoel Armia, comme on l'a mentionné, il va bien fitter avec les Kings. C'est un très bon joueur en infériorité numérique aussi. C'est un attaquant, mais il aide beaucoup la défense aussi. Donc, défense que les Kings sont vraiment bons aussi. Corey Perry, un autre très bon joueur. Oui, il a 40 ans, mais il est présent, il est là. Ils l'ont volé des Oilers. Donc, d'après moi, c'est une très belle acquisition pour les Kings. Anton Forsberg, un autre gardien de but. Pas si pire. Cody Ceci et Dumoulin, deux très bons défenseurs aussi. Donc vraiment, je dirais peut-être que les Kings, là, c'est la deuxième équipe qui fait un peu peur aussi cette saison. Je trouve que vraiment les Kings et les Panthers, ils ont très bien fait ça aujourd'hui. C'est deux équipes qui sont puissantes. Donc pour les Kings, j'aurais peur aussi cette saison. Allons-y maintenant avec le Wild du Minnesota. Allons-y légèrement, vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire ici. Donc, un échange, deux signatures à mentionner. On a échangé Frederick Goodrow au Kraken de Seattle. On a obtenu un choix de 4e tour au dernier repêchage en 2025. Du côté des signatures, le 2 juin dernier, on a signé Marcus Johansson pour 1 an à lui 100 000. Peut-être une monnaie d'échange pour un choix au repêchage. On est allé chercher Nico Sturm pour 2 ans à 2 millions par année. Un centre qui peut aller aider sur un 3e ou un 4e trio. Et aujourd'hui, on est allé chercher Ben Gleason à 800 000 pour 1 an. Sturm, lui, c'était 2 ans à 2 millions par année. Donc, c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire pour le Wild du Minnesota. Pas très actif. On a une bonne équipe avec des gars comme Brock Faber, Kaprizov, Marco Rossi. On a vraiment une bonne équipe pour le Wild, mais on n'est pas capable d'aller vraiment chercher 7 victoires en première ronde des séries. Donc peut-être que durant l'année, ça va potentiellement s'améliorer. Ça reste encore une fois à voir pour le Wild. Allons-y maintenant avec nos Canadiens de Montréal. Et commençons par nommer la transaction qui a amené Noah Dobson à Montréal. Et on l'a signé quand même 8 ans pour 9,5 millions. Commençons par parler de cette transaction-là. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut amener aux Canadiens d'aller chercher vraiment un défenseur étoile comme Noah Dobson des Islanders? Moi, je pense que c'est une excellente transaction. Ça va être excellent pour le futur. Puis on l'a eu pour pas grand-chose. Bon, vous allez me dire qu'il y avait 2 choix de première ronde, oui, mais je pense pas que ces choix de première ronde-là avaient été des choix qu'on aurait besoin. Je pense qu'on a déjà une très jeune équipe. Je pense que même à Laval, on a des joueurs assez performants qui vont pouvoir prendre le relais si à un moment donné on a besoin. Puis Emil Heinemann, malheureusement, on a dû se séparer de quelqu'un et c'est Heinemann qui a dû écoper. Je pense que l'arrivée de Noah Dobson va vraiment améliorer notre défensive et notre attaque défensive aussi. On sait Noah Dobson, c'est un très très bon joueur offensif. Il a quand même eu, il y a 2 ans, 70 points en 72 matchs. Donc c'est assez impressionnant. Je pense vraiment que maintenant, avec Dobson, qui a juste 25 ans, il rentre dans l'âge vraiment de où on est chez le Canadien. Je pense que c'est une transaction monstre, très excellente, qui me rappelle un peu la transaction de Subban Weber un peu. C'est sûr que Dobson ne sera pas le leader que Weber avait été pour l'instant, mais Dobson amène de l'offensive un peu comme Weber amenait à son arrivée. Donc je pense vraiment que c'est une transaction excellente pour Kent Hughes et c'est excellent pour nous les partisans du Canadien. Moi je trouve que c'est très bien aussi. Noah Dobson, un défenseur offensif, donc comme Étienne a dit, il va nous aider du côté de la défensive, puis il va aider aussi l'attaque aussi, qu'on a un peu plus besoin, disons. Comme Étienne a dit aussi, en 72 matchs, 70 points, donc d'après moi, là, il va vraiment bien fitter avec l'équipe, il était vraiment aussi content de nous joindre aussi. Donc malheureusement, c'est triste pour Emil Heinemann, mais je trouve que Noah Dobson, c'est une très belle acquisition du Canadien de Montréal. Allons-y ensuite pour les 2 échanges qui ont eu lieu le 30 juin et aujourd'hui le 1er juillet. Donc le 30 juin, on a officiellement dit adieu à Caden Primo qu'on a échangé aux Hurricanes de la Caroline contre un choix de 7e ronde en 2026. Et aujourd'hui, on est allé chercher Zachary Bolduc, le jeune joueur de centre
des Blues de Saint-Louis et on a échangé Logan Mailloux en échange. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux transactions-là? Moi, je pense qu'encore une fois, c'est excellent du côté de l'arrivée de Bolduc. Ça va être un joueur très jeune, premièrement, en 22 ans, qui va amener de la robustesse, très bon devant le filet, un bon tir, bon marqueur, très gros aussi. Donc, ça va être vraiment très intéressant de voir Zachary Bolduc jouer. Du côté de Logan Mailloux, je pense que, comme je l'ai dit souvent dans certains autres épisodes, je pense que Mailloux était très bon offensivement, mais avait plusieurs lacunes défensives qu'on voyait que ça allait pas vraiment s'améliorer au fur et à mesure de son développement. Donc, je pense que sans avoir vraiment abandonné sur Logan Mailloux, parce que c'est quand même un joueur qui, on l'a vu aussi pendant quelques matchs avec le Canadien, qui est capable de jouer dans la Ligue nationale, mais je pense que c'était pas avec le Canadien, surtout avec l'arrivée de Dobson maintenant et David Randbacker qui est dans les mineurs avec Laval. Je pense pas qu'il y avait une place vraiment à la ligne bleue pour Logan Mailloux. Donc je pense que vraiment avec les Blues, il va pouvoir peut-être plus se développer et réussir à faire le club. Mais vraiment, Zachary Bolduc, c'est toute une transaction. Un autre joueur qui va vraiment aider l'équipe. Encore une fois, un jeune joueur qui va se développer avec l'organisation. Donc c'est vraiment très très intéressant du côté de Bolduc. Pour ce qui est de Kaden Primo, selon moi, c'était le move à faire. Je pense que Primo, on a vu que niveau Ligue nationale, c'était très difficile. Peut-être qu'il sera même pas capable d'être un gardien numéro 1 ou même numéro 2 dans la Ligue. Ça reste à voir ce que les Hurricanes vont faire avec lui. Mais moi, je pense que Primo, pour un choix de 7e ronde, je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Fallait pas perdre Primo pour rien. Je pense qu'on a vu que Ken Hughes, de toute façon, donne rien gratuitement maintenant. Je pense vraiment que c'était le move à faire si on voulait se débarrasser de Primo et laisser la place vraiment à Fowler du côté de Laval pour se développer, pour être le prochain remplaçant à Samuel Montembeault. Moi, je trouve que c'est très bien qu'on ait pris Zach Bolduc, un centre qu'on avait besoin. Très belle acquisition. Et Logan Mailloux, c'était, disons, pas être trop méchante, mais c'était le king des revirements. Comme Étienne a dit, en défense, c'était un peu plus difficile. Mais en attaque, il était bon offensivement un peu. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. C'est un peu triste pour Logan Mailloux. Mais moi, je suis très contente pour Zach Bolduc. Il est jeune, c'est un centre, donc il va quand même aider l'équipe. Et ce qui est pour Kaden Primo, comme Étienne a dit, c'était un peu difficile dans la NHL. Ligue américaine n'était pas si pire. Il y avait un peu de difficulté, disons, dans les séries des Rockets. Mais sinon, les Hurricanes vont peut-être lui donner une chance d'être au moins le deuxième. Mais pour ce qui est des Canadiens de Montréal, il n'y avait aucune chance. On a trop de gardiens de but un peu plus bons que Kaden Primo. Pour les signatures, on va dire rapidement. Donc, on est allé chercher Capo Kakkonen, 1 an pour 1,15 million par année. On est aussi allé chercher Sami Blais pour 7,75 000 pour seulement une année. Et on est allé chercher aussi deux autres joueurs, Nathan Clerman, 7,75 000 par année. Et on retrouve l'ancien joueur vedette du Rocket de Laval, Alex Belzile, un joueur vraiment aimé par les Lavallois et qui a fait des belles choses aussi avec le Canadien pour 1 an à 775 000 pour l'année. Quand même 33 ans déjà, Alex Belzile. Des petites signatures qui vont faire du bien pour aller améliorer l'équipe. Allons-y maintenant avec les Predators de Nashville. Eux qui, l'année passée, avaient fait d'énormes signatures. On allait chercher Steven Stamkos à long terme, Jonathan Marchessault à long terme. On avait dit que les Predators étaient des contenders pour la Coupe Stanley et on voit ce qui est arrivé. Donc Nashville, aujourd'hui, un peu moins présent, disons, que l'année passée. Donc, on va tout de suite aller avec les échanges. Donc, les Predators ont amené Eric Haula dans leur effectif en échange de Jeremy Enzel et un choix de 4e tour pour le repêchage de 2025 aux Devils de New Jersey. Donc, pour les Predators, ils sont allés chercher quand même Eric Haula qui est capable de jouer au centre, qui est capable de jouer aussi à l'aile. Donc, un bon, surtout au centre, pour moi, je pense que Eric Haula va avoir sa nécessité avec l'équipe. Et sinon, le deuxième échange important mentionné, les Predators ont fait l'acquisition de Nicholas Hague
et d'un choix conditionnel de 3e tour en 2027 des Golden Knights de Vegas qui, eux, reçoivent Jérémy Lauzon et Colton Sissons. Qu'est-ce que vous pensez maintenant des Predators présentement, considérant la saison de misère qu'on a vécue? C'est quoi la suite pour les Predators? Je suis pas certain de où on s'en va. Même avec ces deux transactions-là, je suis pas très sûr de où on veut aller. On échange Jérémy Lauzon, le défenseur, contre Nicholas Hague, défenseur. Selon moi, j'aurais préféré garder Jérémy Lauzon. C'est personnel à moi. Fait que je sais pas trop où on s'en va. Colton Sissons, lui, qui était quand même un joueur assez intéressant en attaque, défensivement aussi. Je trouve que c'est une perte. Je pense pas que vraiment on est gagnant dans cette transaction-là. Puis du côté de Erik Haula, ça peut venir aider vraiment au centre, comme tu as dit. Mais je suis pas vraiment convaincu des transactions qui ont été réalisées ici par les Preds. 2 signatures à mentionner pour les Prédateurs de Nashville. Évidemment, Nicholas Hague, qu'on a signé 4 ans à 5,5 millions. Et on est aussi allé chercher Nick Perbix, qui a terminé son séjour avec le Lightning de Tampa Bay et a signé 2 ans pour 2,75 millions par année. Allons-y tout de suite maintenant avec les Devils du New Jersey. Donc pour les échanges, évidemment, j'ai déjà nommé Erik Haula qui a pris le chemin, comme j'ai dit, des Prédateurs de Nashville. Donc à part ça, pas grand-chose à mentionner pour le New Jersey. Même aux côtés des signatures, pas grand-chose à nommer. Les Devils qui ont signé Jake Allen pour 5 ans, 1,8 millions par année. Sont allés chercher Connor Brown pour 4 ans à 3 millions, qui est quand même un bon contrat. Un bon ailier qui peut faire un bon travail avec une équipe vraiment qui ont subi beaucoup de blessures. On a perdu Jack Hughes pendant un certain temps et Luke Hughes aussi. Donc je pense que malgré tout, et malgré surtout les déboires en série éliminatoire face aux Hurricanes, je pense qu'on est capable de se relever du côté des Devils du New Jersey. Et qu'est-ce que vous pensez de l'équipe en tant que telle? On a évidemment de bons joueurs, on a fait des gros moves dans les dernières saisons qui ont amené notamment Timo Meier au sein de l'équipe. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'équipe en ce moment? Moi, je pense qu'ils ont l'équipe pour avancer correctement avec les 2 Hughes, avec les Meier, Mercer. Donc, je pense vraiment que l'équipe des Devils est bien bâtie. Je pense vraiment que ça a été un coup, comme tu as dit, de malchance l'an dernier. Les blessures aussi, ça a été difficile aussi en série. On se rappelle contre les Hurricanes, il y a un match où il y a 3 joueurs de l'équipe qui est sorti sur blessure. Donc, je pense vraiment que les blessures n'ont pas aidé l'an dernier. Du côté de Jake Allen, très content pour son contrat. En plus, un contrat qui est vraiment pas cher payé par saison, 1,8 million, c'est excellent. Pour Connor Brown, on va faire changement un peu. Un autre joueur qui quitte les Oilers. Et pour 3 millions par saison pour 4 ans, je pense que c'est un bon contrat pour Connor Brown. On espère qu'il va être un peu plus performant, par exemple, de ce qu'il a été avec les Oilers. Il ne faut pas oublier aussi que Evgeny Dadonov a signé avec les Devils 1 an pour 1 million. Lui, il va normalement remplacer Tomas Tatar, qui lui est parti dans une autre ligue. Donc vraiment, c'est des transactions et des signatures qui font un peu de sens du côté des Devils, qui selon moi ont une équipe assez complète et ont juste voulu amener quelques petits joueurs et garder leur gardien numéro 2, Jake Allen, pour vraiment continuer avec le noyau vraiment qu'on a présentement pour espérer progresser en équipe pour les prochaines saisons. Moi, je trouve ça très bien pour Jake Allen, le gardien 2 des Devils. Je trouve que c'est une très belle signature pour les Devils. Là, ils ont Mark Strome et Jake Allen. Donc, d'après moi, l'équipe du côté pour le gardien de but, c'est parfait. Ils ont signé Connor Brown. On verra qu'est-ce que ça va donner avec Connor Brown. Un autre, quand même bon joueur, pas si pire. Donc, pour moi, les Devils... Oui, on a eu beaucoup de blessés la saison dernière, mais ils ont quand même fait les séries cette saison. Donc, d'après moi, ça devrait continuer vers cette direction-là. L'équipe, moi, je trouve qu'elle est correcte. Il n'y a pas grand changement à faire. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, signer Jake Allen, signer Connor Brown. Oui, lui, c'est un nouveau, mais vraiment, ils ont fait des belles acquisitions.